Salut, c'est Tilu. Oui, vous avez bien entendu. J'ai bien dit Tilu et non pas mes petits lus. Ce podcast change de peau. Mes petits lus, c'était le podcast que j'avais commencé à enregistrer pendant le confinement, ce fameux confinement. Et donc, j'avais fait une petite image avec un petit enfant qui lit un livre, et puis je l'avais appelé mes petits lus parce que c'était surtout question de lire des histoires jeunesse. Mais mes petits lus s'est transformé depuis, bien transformé, et comme en fait j'ai pris le parti d'enregistrer systématiquement tous mes articles, il n'y a plus de raison de rapporter ça à la jeunesse. Donc j'ai changé de nom, ça s'appelle maintenant Tilu, j'ai refait une image pour le podcast que vous allez voir, elle est rouge et blanche. Et puis, je voulais vous raconter aussi une petite histoire. Alors, pourquoi j'avais appelé ça mes petits lus à la base? Les petits lus, tout le monde sait ce que c'est. C'est des petits gâteaux avec des petits coins qu'on grignote en premier et qu'on a tous plus ou moins grignoté dans notre enfance. Moi, ça me ramenait à l'enfance aussi parce que j'ai un grand-père. Alors là, je rentre dans l'histoire familiale un petit peu, mais j'ai un grand-père qui n'en était pas un. En fait, j'ai une famille très problématique, on va dire, dans la mesure où tous les couples sont divorcés, séparés, remariés, redivorcés, etc. Il y a des enfants de plein de coins. Et c'était un peu compliqué. Et ma grand-mère était remariée avec un monsieur qui s'appelait Lucien. Et ce monsieur qui s'appelait Lucien, moi je l'ai toujours connu comme mon grand-père. Je savais qu'il n'était pas mon grand-père biologique, mais ça a toujours été mon grand-père et ça a toujours été mon meilleur grand-père. Il les battait tous, qu'ils soient biologiques ou pas, c'était tonton Lulu, voilà, puisqu'on l'appelait tonton Lulu, qui était le meilleur de chez les meilleurs. Et ma grand-mère avait comme petit mot doux pour le monsieur que nous appelions tonton Lulu, et que moi j'appelais tout simplement tonton, son petit mot doux, quand elle était d'humeur enjouée, elle l'appelait mon petit Lu. Et donc, mon petit Lu, pour moi, ça a encore un autre sens que celui des petits gâteaux dont on mange les oreilles en premier. Donc, chaque fois que j'enregistre un petit Lu, je pense à tonton Lulu. Je vous dis des choses très 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 intimes aujourd'hui, vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais voilà, j'avais envie d'en parler à quelqu'un, et puisque vous êtes là, ça tombe sur vous. On va continuer à parler de littérature, on va continuer à parler de lecture, on va surtout parler d'écriture. Et cette semaine, on va parler d'écriture collective créative, et on va regarder ce qui se passe du côté des ateliers d'écriture. Voilà, vous êtes prêts? En voiture. L'écriture collective créative, mode d'emploi. Êtes-vous en train d'écrire votre premier roman? Avez-vous de la peine à travailler seul? Moi, oui. Voudriez-vous bénéficier d'un regard bienveillant dès le premier jet? Moi, oui. Comme je vous comprends. Avez-vous dans ce cas pensé à vous inscrire à un atelier d'écriture afin de partager les problèmes que vous rencontrez avec d'autres auteurs? Dans la lignée de mes podcasts sur le livre génial d'Alain André, Devenir écrivain, dont l'expérience se fonde en grande partie sur la pratique des ateliers d'écriture créative, il m'est apparu comme une évidence d'explorer un peu les pratiques d'écriture à plusieurs mains. On y va. L'écriture collective, c'est quoi? Rassemblée sous les vocables d'écriture collective, écriture collaborative ou encore parfois écriture participative, ces pratiques présentent différents visages. Toujours à la marge du métier d'écrire, mais toujours présentes, elles ont donné à la littérature des œuvres parmi les plus étonnantes. Pourtant, l'écriture est une pratique solitaire par excellence. C'est d'ailleurs ce qui rend la fabrication d'un roman si difficile. On avance seul, parfois sans lumière. Et ça dure longtemps. Écrire un roman, c'est mettre au monde un être nouveau. L'écrivain, loin des distractions et soumis à une discipline rigoureuse, obsédé par son roman, accouche dans la joie, dans la douleur et dans le doute. Alors, l'écriture collaborative, à quoi ça sert? Écrire, c'est aussi ouvrir une porte vers soi pour l'exploration de son inconscient et en direction des autres une fois le livre terminé. Cette porte, on peut choisir de l'entrebâiller
ou bien de l'ouvrir en grand. Sans compter que finalement, le plus difficile n'est pas l'accouchement, mais le renouvellement. Ne pas s'arrêter au premier résultat correct obtenu, mais continuer à chercher, à fouir encore et toujours, afin de mettre à jour un joyau jamais vu. Sortir d'une pratique solitaire, c'est sortir de sa zone de confort, de ses manies, de ses obsessions d'écrivain. S'enrichir, se confronter, s'emmener plus loin, plus haut ou plus bas, mais ailleurs. Se frotter et en se frottant, faire jaillir des étincelles. Un soutien à la pédagogie. L'écriture collective présente aussi de nombreux aspects pédagogiques. Elle est largement répandue en milieu scolaire, défendue par les enseignants en lettres, mais pas que. Dès l'école primaire, l'écriture collective permet ainsi d'affirmer sa créativité tout en respectant celle des autres, de développer écoute, discernement et confiance en soi et en le groupe, d'exprimer sa singularité et son point de vue personnel. Enjeu principal, apprendre à collaborer pour un résultat final commun. Partager, se répartir et co-construire deviennent ainsi les 3 piliers de l'écriture participative en milieu scolaire. Dans les matières littéraires, les ateliers font passer des notions essentielles à l'écriture du récit, construction du plan, niveau de langage, point de vue narratif, etc. Des intervenants professionnels et des dispositifs au service de l'écriture collective. Du primaire au lycée, il existe de nombreux dispositifs et de nombreuses ressources mises en œuvre par l'Éducation nationale autour de l'écriture créative collective. Très souvent, un écrivain professionnel est sollicité comme intervenant extérieur pour témoigner de son métier et accompagner l'enseignant et son groupe d'élèves. Mais les salles de classe ne sont pas les seuls lieux où se joue le collectif écrivant. Il en est d'autres, œuvrant à un autre niveau. Il s'agit de professionnels se réunissant autour d'un projet de création et mettant en commun leur créativité et leurs compétences pour produire une œuvre commune. L'écriture collaborative instantanée au théâtre. Certaines troupes de théâtre, particulièrement des compagnies amateurs, mais aussi quelques professionnels, se réunissent pour des séances de travail d'improvisation collective autour d'un thème donné. Le metteur en scène, auteur, conserve ensuite une partie de ce matériau brut, triant parmi toutes les propositions ce qui lui permet de construire une proposition cohérente. Poussée à l'extrême, l'improvisation collective a donné naissance à des matchs d'impro. Les ligues d'improvisation sont un phénomène francophone à l'origine. La première a vu le jour au Québec en 1977 et en France, la LIF, Ligue d'improvisation française, est née dès 1981 sous l'impulsion du Théâtre de l'Unité, compagnie de théâtre de rue de Jacques Lifshitz et Hervé Delafont. Il existe aujourd'hui dans le monde des ligues professionnelles et des ligues amateurs et des championnats du monde d'improvisation théâtrale sont organisés chaque année. Il s'agit là d'une écriture collective instantanée. Les collectifs de scénaristes au cinéma, à la télévision. On connaît des duos célèbres de réalisateurs qui sont la plupart du temps aussi les auteurs et les scénaristes de leurs films. Parmi ces duos, on trouve souvent des frères tels que Joen et Ethan Cohen, les frères Dardenne en Belgique ou les frères Taviani en Italie. Aux États-Unis, Anthony et Joe Russo sont les grands spécialistes de l'univers Marvel. En ce moment même, pendant que vous m'écoutez, une petite armée de scénaristes est réunie pour écrire la prochaine saison de votre série favorite. À la télévision, l'écriture collective est de plus en plus souvent la règle. Avec l'engouement du public pour les séries, des collectifs d'écriture se sont créés, d'abord aux USA, puis ailleurs. Au passage, soyez bien conscients que les séries renouvellent une très ancienne pratique, celle du feuilleton, qui paraissait chaque semaine dans le journal avant l'avènement de la télévision et permettait de fidéliser les lecteurs qui attendaient la suite avec impatience. L'introduction de la fiction parmi les nouvelles, les potins et les annonces publicitaires est l'une des plus anciennes techniques de marketing. Aujourd'hui, les chaînes tronçonnent les épisodes pour y insérer de la publicité, ce qui a permis à Netflix de faire un carton en proposant de la série 100% fiction. Mais revenons à notre sujet, l'écriture créative collective. Des super ateliers d'écriture.
En France, des collectifs officiels de scénaristes se sont multipliés depuis une dizaine d'années. Permettant la rencontre et parfois la formation de duos ou de trios d'auteurs, ces collectifs sont ouverts à d'autres professions du cinéma, monteurs, comédiens, journalistes, toujours dans l'optique de produire les meilleures œuvres possibles, évidemment. Par exemple, les collectifs à suivre, Prémices ou encore La Bulle. Vous trouverez les liens menant vers les sites internet de ces collectifs dans l'article qui accompagne le podcast sur mon blog écrire-de-la-fiction.com. Écrire-de-la-fiction.com. Ces collectifs organisent des séances de lecture critique et agissent en script doctor sur les scénarios les uns des autres. Il s'agit donc le plus souvent de super ateliers d'écriture entre professionnels, ce qui nous ramène au début. Avez-vous pensé à vous inscrire dans un atelier? Sinon, c'est peut-être le moment. L'écriture collaborative de romans. Bustos Domecq, un personnage né de deux écrivains argentins. J'ai déjà parlé de l'écriture à quatre mains et détaillé le processus de création dans mon petit lu tiré des nouveaux contes de Bustos Domecq. Bustos Domecq est un personnage issu de l'imagination de José Luis Borges et Adolfo Bioy Casares, deux écrivains argentins. Les deux auteurs expliquent comment, une fois le récit achevé, ils sont incapables de dire qui a fait quoi et comment le résultat produit est différent de ce qu'ils publient chacun de leur côté. Ils ont mis au point, au fil des années, un processus de travail qui fonctionne merveilleusement bien. Autre duo d'auteurs, Boileau-Narcejac, un célèbre duo de littérature policière. Je cite Wikipédia, parce que je n'aurais pas fait mieux. Boileau-Narcejac est la signature commune de Pierre-Louis Boileau et de Pierre Hérault, dit Thomas Narcejac, écrivain français de romans policiers dont certains ont donné lieu à des adaptations cinématographiques par Henri-Georges Clouzot et Alfred Hitchcock, rien que ça. Ils ont participé aussi au scénario de Les yeux sans visage de Georges Franju. L'écrivain Jean-Philippe Haroux-Vigneault s'est également inspiré de leurs romans. Autre initiative, 13 auteurs pour un roman. Beaucoup plus rare, Si on chantait est un roman jeunesse dont chaque chapitre est écrit par un auteur différent, soit 13 auteurs pour 13 chapitres. Pour réussir cette aventure, chacun a pris la plume à son tour dans l'ordre à partir d'un synopsis. Chacun a donc travaillé seul pour apporter sa pierre au projet collectif. Un cadavre exquis à la taille d'un roman. Il fallait y penser. Ce livre est vendu au profit du Secours populaire. Ne vous privez pas de le commander. 291 auteurs pour un personnage. Oui, vous avez bien entendu, 291 auteurs. Impossible de passer sous silence la collection Le Poulpe, qui comprend 291 romans policiers à partir du personnage créé par Jean-Bernard Pouy en 1995, Gabriel Lecouvreur, dit Le Poulpe, détective. Chaque écrivain qui s'empare du personnage est libre, dans le respect d'un cahier des charges, d'en faire ce qu'il veut. Succès d'édition absolu, Le Poulpe a été adapté au cinéma et en BD. Il a été parodié de nombreuses fois, ce qui est la consécration suprême pour un personnage. Le groupe punk Zampano lui a consacré un titre. Une brasserie bretonne produit une bière appelée la Poulpeuse, la classe. Il s'agit d'écriture participative à grande échelle. Mais vous n'en êtes pas là, et moi non plus. Moi, je suis en masterclass avec Bernard Werber en ce moment et j'apprends beaucoup. Mais vous, avec qui vous confrontez-vous ? L'atelier d'écriture créative est une ressource précieuse. L'écrivain débutant est passionné et tourmenté. Il ou elle écrit sans assurance aucune que sa prose ait de la valeur. Souvent mal assuré, il ou elle peut aussi être mal entouré. Il est très difficile de trouver un alter ego en écriture. Les bêta-lecteurs, chargés de la lecture critique des textes, n'interviennent qu'à la fin du premier jet sur un texte le plus abouti possible. Mais durant l'écriture, auprès de qui trouver de quoi éradiquer le doute et avancer. Les Creative Writing Workshops. Depuis les années 20 se développent aux USA les Creative Writing Workshops. Raymond Carver, Laurie Moore, pour ne citer qu'eux, y ont fait leurs armes.
En France, c'est à l'université d'Aix-en-Provence que le professeur Anne Roche a, la première, proposé un atelier d'écriture à ses étudiants. C'était aux environs de 1980. L'écriture créative, enseignée depuis longtemps aux USA, arrive peu à peu en France. Dès 1985, pour combler ce manque et faire descendre l'écrivain de sa tour d'ivoire, se crée Aleph Écriture. Pour vous aussi, avoir recours à des pairs en écriture est une bonne solution. Les forums le permettent parfois, ainsi que certaines plateformes. Voir à ce sujet mon article sur l'auto-édition ou la 4e partie de mon résumé du fabuleux livre d'Alain André, Devenir écrivain. Parfois aussi, forums ou plateformes consomment toute notre énergie en lecture et commentaires, alors que peu de personnes vraiment compétentes s'y trouvent pour nous aider. Alors, où trouver ces regards critiques et bienveillants qui nous font souvent défaut ? En atelier, bien sûr. Tradition artistique de longue date, l'atelier présente de nombreux bénéfices. Les peintres, les gens de théâtre, entre autres, les utilisent depuis longtemps. Pourquoi nous en priver ? Un atelier d'écriture créative, on y fait quoi, au juste ? Une douzaine maximum d'apprentis écrivains sous la houlette bienveillante d'un animateur. Fréquence des réunions variables, entre hebdomadaires et mensuelles. Lieu de réunion, tout lieu permettant un isolement relatif du groupe. Durée de la séance, 2 heures en moyenne. Déroulement, soit il est question d'aider une écriture individuelle et les participants se concentrent sur le texte de l'un d'entre eux pour faire avancer le schmilblick. Soit il s'agit de produire chacun un texte à partir d'une proposition d'écriture faite par l'animateur. Dans ce cas, chacun travaille seul durant 20 à 30 minutes. Les textes sont lus à haute voix et discutés. La discussion donne lieu à une réécriture, puis relecture, etc., jusqu'à trouver une forme satisfaisante. Certains animateurs proposent aussi de construire un texte commun rejoignant la pratique en milieu scolaire. À partir d'un thème, on écrit, puis les textes sont mis en commun, des choix sont faits et donnent lieu à la réécriture autant de fois que nécessaire. Fuyez les ateliers où l'on ne vous propose que d'écrire et de communiquer votre texte aux autres participants sans critique ni réécriture. Ils ne vous feront pas avancer. Vous pouvez le faire seul, en laissant reposer vos textes quelques semaines avant de les redécouvrir, vous obtiendrez le même résultat. Comment choisir votre atelier ? Une large palette d'ateliers s'offre à vous, répartis en 4 grands courants. Pédagogique, à la suite de Anne Roche de l'Université d'Aix-en-Provence et avec le GFEN, tous les liens sont sur mon blog, dans l'article qui accompagne ce podcast. Autre courant formaliste, à la suite de Jean Ricardou, théoricien du nouveau roman et inventeur de la science de l'écriture, la textique. Courant ludique, à partir du Cyclope, ou littéraire, avec Aleph Écriture. La position de ces différents organismes, je cite Alain André, fondateur d'Aleph Écriture, les distingue avec netteté. Les ateliers universitaires produisent beaucoup de théorie. Les ateliers pédagogiques se soucient surtout des pratiques d'écriture en classe. Les ateliers ludiques favorisent le jeu et la rencontre. Les ateliers littéraires, centrés sur l'émergence de textes et de projets, sont les seuls à proposer la palette d'activités que requièrent les apprentissages de personnes envisageant, qui sait, de publier un jour. Tenez-vous-le pour dit. Si cela est le cas, donc, si vous souhaitez publier un jour, si vous l'envisagez, renseignez-vous bien avant inscription. Si vous souhaitez vraiment progresser, prévoyez de suivre un atelier dans la durée, pas en one-shot. La compétence de l'animateur est essentielle. Posez des questions. Demandez le pédigré de l'animateur, voire faites 1 ou 2 séances d'essai. Les organismes sérieux organisent des journées de découverte. Ne vous en privez pas. Voilà. Vous avez du grain à moudre, des liens à visiter, des pistes à explorer. Moi, je retourne à la masterclass de Bernard Werber, dont je vous parlerai en détail prochainement. C'est promis. D'ici là, pour aller plus loin, je vous recommande d'écouter mon podcast en 4 parties Devenir écrivain, qui est le résumé de l'ouvrage éponyme d'Alain André pour profiter de ses 35 ans d'expérience.
Voilà, mes petits lus, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu.